Jean-Baptiste Brunet, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir dans les conversations. Merci. C'est une conversation qu'on va avoir autour d'Averroès. Vous êtes un grand connaisseur d'Averroès, mais pas que ça. Vous êtes médiéviste, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, agrégé de philosophie et docteur de l'École pratique des hautes études. On va parler aujourd'hui d'Averroès, mais aussi de ce qu'il nous a légué, de la façon dont on en parle aujourd'hui. Premièrement, vous êtes né à Marseille, votre grand-mère est de Cordoue, donc il y a un lien comme ça direct qui se fait avec l'histoire d'Averroès. Et aujourd'hui, on a le bonheur de tourner cet entretien à l'Institut du monde arabe dans une exposition formidable qui s'appelle L'esclavage en Méditerranée. Donc je trouvais que c'était cohérent qu'on se retrouve ici ensemble. Est-ce qu'il y a ce lien comme ça de votre histoire personnelle qui vous a attiré vers Averroès ou pas du tout? Oui, très certainement. C'est difficile à démêler parce qu'il y a du hasard, il y a de la chance, il y a des rencontres. Mais le rapport à la Méditerranée, à la mer, au soleil et au monde maghrébin est très puissant chez moi. Et donc ça a été déterminant en effet par ma grand-mère dont j'étais très très proche, qui a grandi à Cordoue. Sa mère était en Algérie aussi. Donc j'ai un rapport très intime avec le pourtour méditerranéen et tout ce que ça charrie comme métaphore, comme idée de transfert, de déplacement, d'échange. Enfin, la Méditerranée dans sa vision positive et belle, qui malheureusement n'est pas celle qu'elle a eue dans l'histoire et qu'elle a aujourd'hui avec la détresse qu'on connaît. Averroès, c'est un personnage, un grand philosophe qui était aussi juriste, médecin, et qui pensait le monde. Aujourd'hui, pour mettre les pieds dans le plat de notre actualité et revenir après sur ce qu'il était, on a parfois le sentiment qu'on est un peu usé et abîmé par les polémiques ambiantes, par l'impossibilité de penser, et lui avait cette idée de ce qu'est la pensée, je pense. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver à se détacher d'un quotidien qui va parfois trop vite et qui oublie la pensée, qui confond l'information avec la communication, au regard de ce qu'était le « je pense » d'Averroès? Oui, c'est vrai, c'est sa grande leçon, il n'est pas le seul. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est tous les penseurs arabes défendent l'idée que l'homme, c'est son intelligence, l'être humain, et que c'est ce qu'il faut développer. Alors comment on fait? Averroès, il est assez précis, ce qui est rare sur ça, c'est-à-dire que il faut se retirer, il faut prendre du temps, il faut lire, il faut travailler, il faut étudier. Donc ça demande un certain, lui qui était aussi un homme d'action, un homme de pouvoir, parce qu'il était grand juge à l'époque des Almohades, mais c'est un homme de l'étude. Et l'étude, c'est le suspens. L'étude, c'est le temps long. Donc il était contre toutes les formes de court-circuit, la voie rapide. Et c'est une leçon que l'on peut tirer de lui. Il y en a beaucoup, mais c'en est une. C'est qu'il faut s'arrêter et lire et penser. Voilà. Et avec cette belle idée que cette pensée-là, chacun peut l'assumer à sa façon. Donc il voit la pensée un peu comme un chemin, quoi. Donc le but, c'est l'universalité qui fait le socle, l'unité, mais le tracé, le chemin, le style, c'est à chacun, mais ça demande, oui, un certain suspens que, comme vous le dites, le monde de la connexion d'aujourd'hui ne nous permet pas. Ça me fait penser d'ailleurs que c'est un renversement par rapport à ce que lui voulait. Les Arabes ont un mot clé qui est le mot d'ittisal, qui est le mot de communication, de jonction, de contact. C'est un mot banal pour l'arabe d'aujourd'hui. Et pour eux, la vie réussie, c'est une vie de jonction avec la vérité. Mais cette jonction, nous, on en vit le mauvais côté parce qu'on est dans la connexion permanente. Donc il y a jonction et jonction. Il y a une jonction avec la vérité qui demande un retrait. Et puis il y a l'ultra-connexion, la connectivité constante qui nous étouffe, en fait, qui nous écrase et dont il faut tâcher au plus vite de se défaire. À son époque comme à la nôtre, il n'y a pas forcément de grande différence. L'homme est ce qu'il est. Donc s'il avait déjà cette façon de voir les choses, c'est que ça allait tout aussi vite à son époque. En tout cas, il avait envie d'être dans l'essence et l'essentiel de ce qu'est la nature humaine. Il lui faisait confiance, en fait, à la nature humaine. Oui, c'est vrai. J'aime bien que vous disiez qu'il n'y avait pas tellement de différence. C'est vrai, on a l'impression parfois que c'est des temps anciens. On appelle ça le Moyen-Âge, d'un terme d'ailleurs très européen, latin, mais qui ne convient pas du tout pour l'époque d'Averroès. C'est un découpage très, très colonial au fond. Mais vous avez raison, il fait confiance à l'humanité. Il y a
Alors là, c'est une différence par rapport à nous, c'est-à-dire qu'il fait confiance au monde, à l'univers. Il y a quelque chose qui est, en dépit des épidémies, des guerres, des catastrophes, il en a vécu. C'est-à-dire qu'il a été séparé de sa ville, de sa bibliothèque, de sa famille. Il a connu des tremblements de terre. Mais il a la certitude que la pensée se fait, doit se faire et se fera continuellement dans le monde. C'est-à-dire que, à la différence de nous, le monde pour lui est éternel, donc n'est pas né et ne mourra pas. Nous vivons l'inverse. Nous sentons la catastrophe possible, voire proche, et une catastrophe radicale. Donc il y a une espèce d'optimisme métaphysique, plus encore que moral chez lui. Mais la clé quand même de cet optimisme, c'est l'idée que, où qu'on soit, la pensée se fera et qu'à travers quelques individus et quelques sociétés, l'humanité trouvera sa destination. Vous aidez à le faire connaître et on en a besoin aujourd'hui justement pour tout ce que vous venez de dire, cet optimisme qui vient contrarier le déclin, l'esprit décliniste qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous aidez un mardi par mois dans des rencontres, les rencontres de la philosophie à l'Institut du monde arabe. C'est chaque année, depuis quand et cette année, comment vous traversez ces différents mardis? Oui, c'est depuis 4 ans ou 5 ans. C'est un très beau rendez-vous qui s'appelle Falsafa, donc les rendez-vous de la philosophie à Lima. L'idée, c'était de combler un trou un peu incompréhensible, à savoir l'absence de philosophie à l'Institut. Mais qui est symptomatique aussi du fait qu'on ne parle pas assez de la pensée arabe, au sens large ou au sens strict de la philosophie, de ces grandes figures, de ces grands thèmes. On le sait qu'elle a existé, mais au mieux on l'a réduit à l'état de passeur, hein, comme si il ne s'était agi que de passer des grecs au latin, alors qu'elle a son génie propre, hein, elle a sa langue, elle a sa création, elle a sa thématique. Donc nous, on essaie de répondre à cela en variant chaque année. Donc soit on se concentre sur un auteur, soit sur des thèmes, parfois en croisant les époques, les disciplines, la physique, la biologie, la littérature. Et cette année était consacrée aux 900 ans de la naissance d'Averroès, qui est né en 1126. Et donc on a essayé chaque mois d'inviter un ou une spécialiste pour nous parler d'un point particulier de sa pensée, très vaste, hein, parce qu'il a parlé de tout. Le but, c'est de livrer une parole d'une quarantaine de minutes pour laisser la parole à la salle après pour ouvrir le débat. Et les gens qui viennent vous rencontrer à ces rencontres sont des initiés, parce qu'on a le sentiment comme ça qu'Averroès, c'est peut-être, je vais le dire très vulgairement, mais comme un nom que l'on peut apposer sur une station de métro, par exemple, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Je suis venue à 2 de ces rencontres et j'ai trouvé ça super. Je suis néophyte, je ne connais pas réellement ce dont vous parlez, mais je m'y intéresse. Le public auquel que vous avez affaire un mardi par mois, c'est les curieux, c'est des gens qui veulent découvrir. Vous découvrez des profils différents, justement, qui ont envie de savoir qui est Averroès. Alors, je ne les connais pas tous, mais je constate au fil des ans une certaine des constantes. C'est-à-dire, c'est un public varié d'abord, oui. Donc jeunes, vieux, hommes, femmes. Donc il y a des étudiants, mais pas que. Il y a mes étudiants de temps en temps, mais pas seulement. Donc je suis très heureux de cette ouverture-là. C'est pas du tout le même public que pour l'histoire, par exemple, parce que j'ai fait des rencontres d'histoire. C'est autre chose. Et non, je dirais que ce sont des curieux. Ouais, voilà. Donc il y a des profs, mais pas du tout des spécialistes. Beaucoup le disent d'ailleurs quand ils prennent la parole. Et puis il y a des gens qui parlent arabe, d'autres pas. Il y a des musulmans, d'autres pas. C'est exactement ce qu'on visait. C'est-à-dire Averroès Ibn Rushd, son vrai nom, c'est une figure universelle. Donc il n'appartient pas à une communauté ou à une culture. Il s'adresse à tout le monde. Ça a été son rôle dans l'histoire, hein, au fond. Et donc le public est à l'image de cette figure-là et de ce qu'on veut faire avec la pensée arabe. Donc c'est vraiment une réussite de ce point de vue-là, cette variété et en même temps des fidèles, des gens que je retrouve avec grand plaisir chaque mois et qui posent des questions très ouvertes, mais c'est fait pour ça aussi, parce que bon, moi je suis professeur, donc je m'adresse à un public de spécialistes, comme dans des colloques, mais là c'est pas ça, c'est autre chose et il faut confronter la parole au dehors de l'université.
C'est pour ça que je posais la question, parce que je trouve ça très intéressant d'amener à l'Institut du monde arabe justement une figure comme celle-ci, portée par un professeur comme vous, qui connaissait vraiment votre sujet, pour pouvoir sortir des clichés. Et justement, alors vous parlez aussi plusieurs langues, mais vous parlez aussi arabe. L'arabe, j'ai lu dans différentes choses que vous avez évoquées, est aussi une langue des sciences. C'est pas simplement celle de la poésie, pour sortir de ce cliché un peu parfois même raciste. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur cette langue qui parfois est amenée à le sentiment que c'est la langue de l'islamisme, et puis c'est tout, comme si elle n'avait pas existé auparavant. Quel est votre regard là-dessus ? C'est très important pour moi de faire entendre et de montrer à ceux qui l'ignorent ou ne veulent pas le voir que c'est une langue de science. Disons que je suis un exemple typique d'ailleurs d'un étudiant français qui a grandi dans un monde où on ne lui a pas parlé de la pensée arabe et de la langue arabe. Oui. Faire de la philosophie pour un homme de mon âge, de 50 ans, c'est apprendre le grec, l'allemand et puis un peu le latin, disons, mais ça c'est courant. Le reste n'existe quasiment pas. Ce qui est une folie, c'est-à-dire que le monde latin, pour ne parler que de lui, n'aurait pas eu le visage qu'il a eu sans la langue arabe. Donc, faire apprendre l'arabe, montrer l'arabe, l'existence de l'arabe comme langue de la science, grande langue, qui a dû se réinventer comme le latin a dû le faire, au contact du grec, dans la filiation du syriaque, et qui a produit des concepts, et qui en effet n'est pas une langue simplement de mystique, de poète, mais une langue de philosophe, avec sa dureté, sa technicité, sa variété. Farabi n'écrit pas l'arabe comme Averroès, Ibn Sina, qui est persan par ailleurs, donc l'arabe n'est pas son unique langue, a une autre langue. Maïmonide est juif, il parle l'hébreu, mais il écrit aussi en arabe. Donc il y a un arabe multiple, varié, évolutif, mais scientifique, un arabe savant. Et c'est une langue qu'il faut éditer. Je milite pour qu'on publie des traductions, et des traductions bilingues à bas prix, pour qu'on voit que la langue arabe n'est pas une langue de tract, de fatwa, ou comme vous l'avez dit, une langue islamiste de menaces et de mort. C'est une langue c'est la langue de l'intelligence, c'est la langue de la science, et pendant des siècles, c'est dans cette langue que la science a continué de se faire et d'avancer. Donc c'est fondamental de la soutenir, de la faire exister, et on doit souhaiter que son apprentissage se diffuse encore davantage. Une grande langue de demain. Dans votre livre, Averroès l'inquiétant, vous revenez sur la fascination et le rejet que le penseur arabe a suscité dans son temps, justement. Aujourd'hui, est-il l'un des meilleurs ambassadeurs ? Est-il réellement bien compris, bien traduit, bien interprété ? C'est une figure compliquée, Averroès. Je répète qu'Averroès, c'est son nom latin. On l'utilise par commodité, par tradition, mais c'est le nom que l'histoire lui a donné et qui l'a rendu célèbre aussi. Mais c'est une figure compliquée, ambiguë. Vous dites, est-ce qu'il est bien traduit, bien compris ? Non, parce que d'abord, l'ensemble de son œuvre n'est pas encore bien connu, puisque des livres ont disparu. Quand on connaît les œuvres, parfois ça n'est plus en arabe, c'est en hébreu ou en latin. Ça n'est pas édité de façon critique. Et puis, quand c'est édité de façon critique, ça n'est pas traduit. Et quand c'est traduit, ça n'est pas commenté. Donc, on est encore très loin de disposer d'une vue d'ensemble scientifique et très informée de l'œuvre d'Averroès, qui compte au moins une centaine de titres. Par ailleurs, c'était un juriste, c'était un médecin, c'était un philosophe, et comme philosophe, il a commenté Aristote. Et Aristote, c'est difficile, même pour ceux qui lisent le grec ou pour les penseurs d'aujourd'hui. Et le commentaire d'Averroès, il est assez sec, il est dit technique lui aussi. Donc, on n'a pas encore ce point de vue qui permet de l'intégrer dans la bibliothèque de philosophie commune comme un Kant ou un Descartes. Donc c'est en cours, c'est un chantier. Et à cela s'ajoute le fait que c'est un personnage très célèbre, mais comme tous les personnages célèbres, il est victime de préjugés. En l'occurrence, c'est un personnage double, à la fois fascinant et un peu maléfique, maudit, puisqu'il a été célébré comme le grand commentateur d'Aristote, celui qui a le mieux compris Aristote, qui pendant des siècles a incarné la rationalité, et donc on avait besoin de lui, de le lire, et c'est ce que l'université a fait pendant des centaines d'années,
on a approché la philosophie par le biais des commentaires d'Averroès, et en même temps, on lui a reproché, parfois à tort, un certain nombre de choses, une certaine posture railleuse, anti-religieuse, anti-théologienne, une certaine prétention philosophique, une certaine critique de la vérité religieuse. On lui a prêté aussi de défendre un certain nombre de thèses, et cela, ça lui a valu une réputation de penseur infréquentable. Donc, il est à la fois omniprésent, même en fond, en deuxième plan, mais toujours présent dans l'histoire occidentale latine, et, disons, affublé d'une mauvaise réputation. Donc, quand on parle d'Averroès, il ne faut pas imaginer que c'est un personnage bien connu avec des contours nets. C'est une figure ambiguë qu'il faut constamment travailler pour célébrer ce qu'il y a en lui de grand et pour défaire les préjugés qui lui collent à la peau et qui font qu'on a l'impression de le connaître alors qu'en réalité on le lit mal. Donc c'est un travail au long cours. Et ça ne repose pas que sur moi, il y a beaucoup de chercheurs jeunes ou confirmés qui travaillent sur cette grande figure. Et donc c'est dans plusieurs années qu'on pourra considérer qu'on le connaît parfaitement bien. Son nom est plus connu que lui, en fait. Exactement, et sa réputation le précède, voilà, avec tout ce que ça comporte de problèmes, parce qu'en réalité, parfois pour des raisons louables, mais on lui colle sur le dos des étiquettes qui ne conviennent pas. Je dis pour des raisons louables, quand on veut, par exemple, valoriser les Lumières andalouses, l'islam des Lumières, et on a raison de le faire, il faut absolument le faire contre tous ceux qui voudraient noircir le tableau et ne voir l'islam que sous l'angle noir de la violence, ce qui n'a aucun sens. Mais quand on fait cela, on charrie aussi des mauvaises étiquettes, hein, c'est-à-dire qu'on pense un homme du XIIe siècle musulman avec des catégories de l'Europe chrétienne du XVIIIe siècle, quoi, qui ne valent pas. Donc, ici comme partout, ce qui importe, c'est la nuance. Oui, bien sûr. C'est la bonne volonté, c'est la nuance, c'est le calme, c'est la patience du concept, c'est la discussion, mais certainement pas les jugements à l'emporte-pièce qui sont catastrophiques. C'est pour ça que c'est l'homme du sens je reprends vos mots, c'est l'homme du sens qui a tout à faire avec la réflexion et la rationalité et pas du tout avec le dogme qui est à la mode aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, c'est vrai, c'est parmi toutes les choses qu'on peut valoriser chez lui, il ne faut pas oublier qu'il est le commentateur. Mais quand on dit cela, on n'a pas tout dit parce que commenter, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire commenter? Aujourd'hui, on ne le sait pas trop bien. Et à son époque, qu'est-ce que ça signifie? Et en effet, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'un commentateur, c'est un homme devant un texte qui pose comme question « qu'est-ce que ça veut dire ?» Et celui qui dit ça, ça veut dire qu'il ne lit pas Aristote comme un dieu, ou il ne répète pas une parole comme une autorité, disons, indiscutable. Donc, c'est l'homme du sens, ça veut dire que c'est l'homme qui cherche à redire ce que ça dit, et qui, cherchant à redire ce que ça dit, repère des manques, des trous, de la puissance qu'il va falloir compléter, des questions, des problèmes, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'Averroès était aveugle à la science de son temps, et que Aristote était là tout près, qu'il suffisait de bégayer ou de redire. Non, c'est un homme qui avait conscience que des découvertes scientifiques se faisaient, qu'il y avait dans le corpus d'Aristote des tensions. Donc, au fond, il a participé à ce qu'on pourrait appeler un néo-aristotélisme, oui, c'est-à-dire au progrès de la philosophie. Il y avait une précocité moderne chez lui. Il y a absolument, quelque chose de... bien sûr, il a HPI pour parler avec des termes actuels. Il a, en essayant de redire Aristote et de le combler, il a produit du neuf aussi, comme tous les grands commentateurs. Donc c'est ça qui est beau, c'est... oui, je dirais que c'est vraiment pas... Lui qui pourtant sert un pouvoir très dogmatique du point de vue religieux, il a eu quelques soucis avec ça d'ailleurs, mais du point de vue philosophique, qui fait la grande partie de sa vie, c'est l'homme de la question, c'est pas l'homme de la réponse. De la réponse, exactement. Il est lu et en tout cas étudié, j'imagine, dans le monde arabe, dans cette modernité et dans le regard qu'il a très avant-gardiste. Il est conçu comment dans le monde arabe? Alors, je ne parle, disons, qu'à partir de ce que je sais. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien des penseurs arabes actuels et des chercheurs auraient des choses à dire. Mais de ce que moi je connais, peux lire et ce à quoi je participe, la figure d'Averroès dans le monde arabe, elle a
elle est particulière. Il n'a pas, comme on l'a dit trop souvent, et c'est un préjugé là aussi orientaliste, il n'a pas totalement disparu du monde arabe, passé l'effondrement de l'empire almohade. Son œuvre a continué de circuler au Maghreb, en Égypte, et puis dans le monde oriental aussi. On a retrouvé même en Iran certains de ses manuscrits, mais disons, c'est une circulation un peu à bas bruit quand même, qui ne fait pas d'Averroès, Ibn Rushd, l'équivalent de ce que fut Ibn Sina, Avicenne pour les siècles suivants. Il a quand même circulé, mais disons, la grande époque de sa redécouverte, c'est le 19e siècle. Et cet Ibn Rushd qu'on redécouvre, on le redécouvre à partir d'un texte, le Fasl Maqal, c'est-à-dire le discours décisif, qui se concentre sur le terrain juridique, sur la question de l'accord entre la falsafa, la philosophie, et la charia, la loi religieuse. Et dans le monde arabe au XXe siècle, c'est surtout sur ce point-là qu'on va insister pour essayer de situer Averroès le philosophe par rapport à l'islam. Énorme question, très importante pour notre époque et qu'on peut élargir quand on essaye de savoir ce qu'est la place de la rationalité par rapport à la religion ou au dogme quel qu'il soit. Énorme question, mais qui ne fait pas tout Averroès. Comme je vous l'ai dit, la plus grande partie de l'œuvre d'Averroès, c'est une œuvre d'exégète philosophe. Sauf qu'une grande partie des commentaires d'Averroès ont été perdus en arabe. Et donc, cette œuvre-là, elle est encore un peu manquante. Des grands chercheurs amis travaillent sur ces œuvres-là. On retrouve des textes, heureusement, il y a devant nous de la science encore à venir. Mais le philosophe, pour vous donner un exemple, qui a fait scandale pendant 500 ans dans l'Occident latin ou l'Occident chrétien, cet auteur-là, il n'est pas connu dans le monde arabe. Donc le scandale qui a sauvé, pour une légende un peu noire, mais Averroès, eh bien ce scandale-là, il n'a pas existé dans le monde juif et il n'a pas existé dans le monde arabe. Donc c'est à la fois une figure transversale qui réunit les cultures, mais qui, selon les époques et selon les aires géographiques, culturelles et religieuses, ne revêt pas le même sens. Donc on a beaucoup de travail à faire, de communication les uns avec les autres, pour compléter les pièces du puzzle, si vous voulez. C'est pour ça que je tenais à cette conversation avec vous, pour mieux connaître et qu'il sorte de la station de métro, voilà, pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'il y a derrière cet homme-là, parce qu'il parle, il est intemporel et universel, il parle aujourd'hui comme il parlait hier, et justement, il est l'un des rares à avoir été montré, dessiné, peint. Donc on a des images de lui, on en voit pendant qu'on discute là. Comment se fait-il finalement qu'il soit le plus peint des philosophes arabes ? Oui, c'est une chose très étonnante. À la fois on le sait, on ne le réalise pas trop. C'est que, disons, entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, on l'a peint énormément. En Italie, c'est exclusivement les peintres italiens. Donc il y a au moins 10-12 représentations sur toile ou sur fresque de lui, et puis d'autres représentations en miniature ou certaines autres qu'on a perdues mais dont on a des traces. Donc il est, on pourrait dire nommément, l'arabe le plus peint de la tradition occidentale. C'est énorme d'avoir conservé ce visage-là sur 250 ans. Et en même temps, et on retrouve l'ambivalence de sa figure, il est peint toujours, ou presque toujours, dans un même dispositif, un peu humiliant, dispositif de la défaite, puisqu'on le peint au pied de celui qu'on voulait valoriser dans l'Occident chrétien italien, c'est-à-dire Thomas d'Aquin. Puisque Thomas d'Aquin, qui est plus vieux d'un siècle, Thomas d'Aquin ne l'a pas connu, mais il l'a beaucoup lu, beaucoup utilisé, comme tout le monde, et il l'a beaucoup critiqué de façon assez géniale, au point qu'on a fait de leur querelle à distance. On a fait un peu le paradigme d'un affrontement qu'on a voulu religieux entre le chrétien et puis le musulman. Ce que Thomas ne voulait pas. Thomas a affronté Averroès, non pas sur le terrain religieux mais sur le terrain philosophique, en disant on fait de lui un grand commentateur, mais sur certains points, la question de la rationalité, de l'intelligence, il défend des thèses qui ne vont absolument pas, et donc il faut le défaire. Donc, en effet, il est peint, et pourquoi il est peint ? Parce qu'on a voulu figurer l'ennemi du saint triomphant, quoi.
Donc on a voulu l'humilier, mais en fait, paradoxalement, et ça me plaît beaucoup cette idée, on l'a immortalisé en quelque sorte. Complètement. Au lieu de le nier totalement, de l'ignorer, ce qui est la meilleure des attaques, disons l'ignorance, on l'a figuré comme prétendument vaincu, ce qu'à mon avis, il n'est pas du tout. Et d'ailleurs, les tableaux sont tous plus subtils que ça. Généralement, on répète qu'il est terrassé, qu'il est piétiné. Ça n'est pas le cas. Il est dans une figure. Il est un peu le miroir négatif de Thomas d'Aquin, mais c'est un miroir très intéressant. Au fond, on nous présente un Averroès mélancolique, réflexif, pensif, songeur. Ce qui me plaît beaucoup parce que le temps passant, Thomas finalement fait figure de dogmatique, d'homme illuminé par la vérité, mais qui ne fait que la redire et que répéter ce que la religion lui donne. Là où Averroès, au sol, le menton dans la main, a l'air de réfléchir à ce que le monde veut dire, à ce que la vie veut dire, à ce que penser veut dire. C'est la différence entre commentaire et répéter. C'est ça. Donc il nous revient il est sauvé sur la toile ou sur les murs, il est sauvé comme une figure de penseur, non pas battu, mais disons méditatif. Oui, et donc vainqueur définitivement et éternellement. Voilà, d'autant que, par ailleurs, philosophiquement, il nous laisse des choses qui, pour nous, aujourd'hui, et ça n'est pas pour rien qu'il est une figure de la philosophie contemporaine, pour nous, aujourd'hui, méritent d'être discutées. Vraiment. Donc, Vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment ravie de cette conversation. Et pour cette dernière question, qu'est-ce que l'avéroïsme ? L'avéroïsme, on peut en donner beaucoup de définitions. Le mot est une création moderne du 19e siècle, même si Thomas d'Aquin a inventé le mot d'avéroïste au XIIIe siècle pour désigner une certaine catégorie de penseurs, des jeunes philosophes, plutôt logiciens, qui suivaient un certain nombre de thèses, disons, hérétiques d'Averroès. Mais il y a eu un avéroïsme juif, il y a un avéroïsme arabe, il y a un avéroïsme contemporain. On peut appeler avéroïsme aujourd'hui, disons, des philosophes qui voudraient s'inspirer des thèses d'Averroès qui ne sont pas lettres mortes et qui, encore par leur complexité, mais leur intuition, sont des objets du XXIe siècle. C'est pour ça que je voulais finir sur cette question, parce que tout ce qui est isme veut dire qu'on se rattache à, et donc ça m'intéressait de vous entendre dire ça. Merci beaucoup pour cette conversation. Rendez-vous tous les mardis pour parler d'Averroès, et puis l'année prochaine pour parler d'un autre sujet. En tout cas, ravi de cet instant. Merci beaucoup.